Attention, cet épisode parle de la saison 7 de la série Drive to Survive, disponible actuellement sur Netflix. Ça se peut qu'il y ait des spoilers alert dans cet épisode. Nous préférons vous en avertir. Aussi, tadam! Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et je vous accueille à cette critique de la saison 7 de la série Drive to Survive, produite par Box to Box Films et qui est disponible sur Netflix depuis le début du mois de mars. Pour parler de cette série, j'accueille avec moi Ana Maria Mercado-Lopez. Salut Ana Maria. Salut Abdou. Comment vas-tu? Ça va très bien. Super. Et puis, il y a Marc-André Fortin qui va arriver sous peu. Il a un petit peu de retard, mais il va être là pour donner ses états d'âme sur cette série, sur la saison 7, devrais-je dire. Alors, Ana Maria, je vais commencer par toi. En grosso modo, quelles ont été tes impressions générales de la saison 7 de la série Drive to Survive qui suit la saison 2024 de Formule 1 sur 10 épisodes selon certains aspects? OK. Si je donne une opinion générale, je pense qu'il y avait beaucoup de réchauffés. Donc, disons que, je m'attends à savoir des choses que j'ai pas accès, que j'ai pas vu pendant la session et que j'ai dit, OK, on va la voir dans Drive to Survive parce que c'est là qu'ils vont nous montrer les côtés qu'on voit pas. C'est ça l'idée. Mais il y en avait beaucoup de réchauffés parce que dès le premier épisode, il parle de nouvelles, des robots, des choses qu'on a beaucoup parlé pendant la session. Et je dis, donc, il continue encore à parler de la même chose. Je dis, il pourrait aller passer comme rapidement, mais non, il profondit aussi sur le sujet. Ça, je trouve que c'est de réchauffer. Par contre, on va se dire qu'un peu les côtés un peu plus positifs, c'est qu'ils sont pas faits comme les autres qui prenaient un pilote et allaient faire comme des héros ou des histoires derrière, de passer beaucoup de temps pas au garage, ils ont plus de temps avec les pilotes à la maison, qu'est-ce qu'il fait? Je dis, au moins cette fois-ci, on a vu beaucoup de quoi est-ce qu'ils faisaient les pilotes dans le Grand Prix de Monaco, qu'est-ce qu'ils faisaient pendant le Grand Prix de Monaco, mais plus concentré pendant qu'est-ce qu'ils faisaient les pilotes dans ces activités de pilotes. Merci beaucoup. Donc, ça, c'est tout. Merci beaucoup, Ana Maria. Et Marc-André Fortin vient tout juste de se joindre à nous. Salut, Marc-André. Salut, Abdou. Salut, Ana Maria. Alors, Marc-André, tu arrives juste à temps parce qu'on parle des impressions générales. Donc, comment as-tu trouvé l'ensemble de la saison 7 de Drive to Survive? Dans l'ensemble, j'ai quand même bien aimé. Je pense que je le répète à chaque fois qu'on fait le bilan de Drive to Survive, mais de manière personnelle, je ne suis pas si critique envers ce type de série-là parce que je suis tellement attaché à l'idée de rentrer un petit peu dans le monde des pilotes et de comprendre un peu c'est quoi la synergie entre les pilotes, comment ça fonctionne à l'intérieur, tout ça. Même si on s'entend, c'est romancé, il exagère peut-être certaines histoires, tout ça, mais en tant que fan, on dirait que je préfère ça, ce que j'ai en ce moment, que de ne pas l'avoir, par exemple. Tu sais, un an où
Drive to Survive n'existe pas, je pense que je vais la trouver quand même un petit peu difficile parce que j'aime ça, rentrer un petit peu puis en connaître plus. Fait que maintenant que ça c'est dit, j'ai bien aimé cette saison-ci. Personnellement, je trouve que on a retrouvé un petit peu plus de... Je sais pas si c'est parce que la mémoire oublie facilement, mais j'ai l'impression qu'on a vu un petit peu plus de inside. C'était très crunchy quand même comme saison, fait que j'ai quand même bien aimé. J'imagine qu'on va revenir sur certains épisodes, mais j'ai commencé avec un certain malaise avec l'épisode de Christian Horner. On va peut-être en reparler plus tard. Ouais. Mais ça a été un épisode un peu malaisant où je sentais qu'on mettait beaucoup Christian Horner en victime, alors que c'était encore un peu nébuleux ce qui s'est passé. On n'a pas eu vraiment l'enquête indépendante en tant que telle qui est sortie. Donc, en tout cas, je vais m'arrêter ici pour mes impressions générales, mais généralement, j'ai quand même bien aimé la saison encore. Là. Merci beaucoup. Alors, je vais tout de suite passer sur le vif du sujet. Votre épisode préféré, Anna Maria? Pour moi, mon préféré, c'est quand il était à Monaco. Donc, l'épisode Le Curse of Leclerc, où on suit Charles. Oui, c'est ça. C'est ça. Parfait. Et ton épisode, l'épisode que tu n'as pas aimé? Celui que j'ai moins aimé, c'est le premier épisode. Le premier épisode. Parfait. Marc-André, ton épisode préféré? C'est malheureux, mais je vais être obligé d'aller avec Anna Maria. Je trouve que cet épisode-là était vraiment très intéressant. On suivait une histoire qui était très, très intéressante avec Charles Leclerc. Je vais y aller avec Monaco également. OK. Et ton épisode le moins préféré? C'est le premier. Ça a commencé, comme je disais, avec un certain malaise personnellement. Ouais. Donc, on va y aller avec le premier. OK. Moi, mon épisode préféré, je pense que ça abonde dans le même sens. L'épisode Le Curse of Leclerc. Sinon, celui de In the Heat of the Night à Singapour, où on suit Alex Albon, George Russell, Lando Norris, Charles Leclerc et Pierre Gasly. Ça, c'était très bon. Je reparlerai de ces deux épisodes, en fait. L'épisode que j'ai moins aimé, très honnêtement, oui, il y a l'épisode numéro 1. On en reparlera justement. Mais aussi le dernier épisode. Ouais. Je trouve que et ça va être quelque chose que je vais en parler après, mais je trouve qu'on est passé un peu trop rapidement, comme si on voulait clore la saison sur de l'accéléré, mais un petit peu trop à mon goût, je trouve. Ouais. Cela étant dit, Brésil a été bien décrit. Ça, c'est le... Mm-hmm. Mais je pense que le reste, ça a été... Évidemment, on voulait se concentrer sur le championnat des constructeurs. Donc... Mais j'ai aimé aussi l'épisode 3, je pense, avec l'épisode de Mercedes où on essaye un petit peu de comprendre qu'est-ce qu'on va faire sans Lewis. Cette petite panique, j'ai quand même bien aimé cet épisode-là. J'ai chanté qu'on rentrait vraiment à l'intérieur de ce qui s'est passé dans la tête de Toto Wolff et de toute l'équipe de Mercedes. Moi, vois-tu, ça, c'est un des épisodes que j'ai moins aimé. Okay. Ça, c'est... parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions par rapport à est-ce que George Russell est un vrai team leader. Je pense qu'on le sait, on le savait déjà, mais on a voulu entretenir ce narratif pour, rappelons-le, ceux et celles qui découvrent la Formule 1 à travers Drive to Survive. Parce que c'est comme ça reste une des séries les plus populaires sur Netflix et un des docu-séries sportives les plus populaires sur toutes les plateformes disponibles au monde. Mais je trouve que ça a été un peu botché à mon goût. Voilà, ça c'est... Tu trouves? Ouais, parce que c'est comme... Surtout le Grand Prix de Grande-Bretagne. La partie avec le Grand Prix de Grande-Bretagne, j'ai peut-être un blanc de mémoire, mais on n'a pas tant expliqué la vraie raison pour laquelle George Russell a abandonné. Parce que c'était pas un problème. Ouais. C'était pas
oui, c'était pas une course qui allait gagner, mais c'est pas la raison principale pour laquelle il a abandonné. C'était sur un problème de pression d'eau ou quelque chose du genre en ce lien, mais c'était pas de la faute de Russell non plus. Donc, je trouve qu'on a joué un peu trop sur ce narratif. Je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions par rapport à la non-présence ou de la disqualification de Russell en Belgique, mais je pense que dans le narratif, expliquer la disqualification aurait carrément ruiné cet aspect narratif, je trouve. Ouais, je comprends ton point. Tu vois, ce que j'ai aimé, c'est surtout, tu sais, le narratif était là comme quoi on voulait montrer que George Russell n'était peut-être pas le numéro 1 voulu par Mercedes. J'ai l'impression que ce qu'on voulait démontrer aussi, puis ce que j'ai quand même apprécié, c'est le fait que, tu sais, il y avait une énorme décision à prendre, à savoir, est-ce que Antonelli est le bon choix? Puis, tu sais, je pense que pourquoi j'ai aimé cet épisode-là, c'est tout ce côté-là où c'est un choix tellement capital pour Mercedes. Tu sais, la réflexion a été difficile, j'imagine, parce que bien que vu qu'on avait laissé passer Verstappen, on avait décidé de pas lui donner la lune comme qu'il voulait. Mm-hmm. Mais là, on dirait que Mercedes a vraiment pas voulu faire la même erreur. Puis il savait que l'écurie possédait en tant que tel un petit bijou à pas perdre. Là. Fait que c'est ce petit côté-là que j'ai quand même aimé de l'intérieur de la réflexion derrière Antonelli. OK. Ça, c'est un bon point aussi. Anna-Maria, ton moment préféré dans la saison 7 de Drive to Survive. Et là, je ne parle pas d'un épisode en particulier, mais d'un moment dans les 10 épisodes qui a retenu ton attention. C'est le moment qui a retenu mon attention, c'est Charles, quand il se promène à Monaco, il va faire comme l'épicerie, il arrive, il achète ses affaires, comme monsieur, madame, tout le monde, il passe à la caisse, donc il savait là tellement qu'est-ce qu'on fait tous les jours. Et c'est drôle parce que cet épisode commence sur un skill issues qu'on a souvent, mais que j'ai aussi, quand il paye avec la mauvaise carte ou il n'y a pas assez de fonds. Ouais. Ça, c'était drôle. C'était drôle. Ouais, non, mais pour vrai, ça, c'était... Il y a plusieurs bons moments, effectivement, dans cet épisode, quand il se promène dans les rues de Monaco. Évidemment, il se fait aborder par les fans. Des touristes, je pense. Oui, par des touristes qui sont... Pas des touristes. Je pense qu'il y en avait une qui était venue du Brésil, je crois. Oui. Oui, mais parce que... pendant le moment de l'épicerie, il faisait tellement Canada. Donc, tout à l'épicerie, peu importe qui est à côté de toi, le monde est tellement normal qu'on ne pourrait pas faire ça au Mexique, un pilote. Ouh, ouais. C'est ça. Ça serait compliqué. Ici, c'est faisable aussi. Oui. Mais pas disons, Mexico, Espagne, non, tu ne fais pas ça. Un pilote fait ça, et là. Ouais, effectivement. Maintenant, on va passer à quelque chose de vraiment sérieux. Puis Marc-André l'a mentionné dans ses impressions générales. L'épisode 1. Évidemment, ça commence avec la bombe du 1er février 2024, qui est l'annonce du départ de Lewis Hamilton de Mercedes chez Ferrari pour la saison 2025. Donc, on passe une bonne partie de l'épisode sur ce sujet. Évidemment, on parle aussi de qu'est-ce que Carlos Sainz va faire maintenant qu'il n'est plus là. Mais dans la deuxième partie, et tu en as parlé, Marc-André, c'est ce fameux, la fameuse saga Horner concernant les allégations d'inconduite sexuelle qui a été mentionnée dans l'épisode, qui a été
couverte. Et évidemment, il y a eu l'enquête indépendante. Il y a eu aussi la fameuse histoire des messages sur WhatsApp qui auraient été leakés et envoyés à plusieurs journalistes et membres du personnel de la Formule 1 et qui a leaké à travers le public aussi. Donc, le monde a pu voir les supposés messages parce qu'on ne sait pas si c'est véridique ou non. Et évidemment, à la fin de l'épisode, on donne une mise à jour sur la situation. Disons que l'enquête a blanchi Horner de toute allégation d'inconduite sexuelle, étant donné que l'épisode est sorti 1 an plus tard. Mais moi, personnellement, et je pense qu'on en a parlé aussi, Marc-André, puis j'aimerais aussi avoir le point d'Anna-Maria. Moi, j'ai trouvé ça vraiment inconfortable d'étirer la sauce telle qu'elle parce que moi, je me mets plus du côté de la plaignante, de la victime qui a possiblement regardé l'épisode pour voir comment ça a été couvert. Et moi, j'ai plus l'impression qu'on a vu un Horner étant persécuté, du genre... pourquoi on me fait du mal, tout ça. Et puis, j'ai trouvé ça vraiment inconfortable à regarder personnellement. Ouais, puis tu sais, si je peux ajouter à mon point de tantôt aussi, je pense que je l'ai dit aussi au début de cette histoire-là, mais on n'a pas toutes les données, j'ai pas toutes les données, fait que c'est pas à moi non plus de juger Horner ou la plaignante ou n'importe qui dans cette histoire-là. Mais c'est de la manière dont on a présenté ça. Puis comme tu l'as dit, je pense que c'est la longueur. Puis tu sais, on a mis 2 grosses bombes en commençant. Puis on est allé un petit peu partout sans aller partout. Puis effectivement, tu sais, le moment, je pense, qui m'a le plus malaisé, je pense, c'est la longue marche avec main dans la main de Christian Horner et avec sa femme. J'avais vraiment l'impression, comme tu l'as dit, je pense qu'on sentait qu'on voulait présenter Horner comme le persécuteur. Non, le persécuté, pardon. Ouais. Donc, c'est ça, c'est un léger malaise qui a commencé la série. Après ça a bien été. Mais ouais, je pense qu'on a bien présenté tout ça. Là. Anna-Maria, toi, qu'est-ce que tu as pensé de comment ils ont présenté la saga Horner dans le premier épisode? Mais je pense que l'idée de la série, c'est comme montrer qu'est-ce qui se passe dans les paddocks. Donc, je dis qu'il n'y avait pas affaire à parler d'autre chose que c'est pas passé dans les paddocks. Oui, c'est quelque chose qui concernait Horner, mais ça s'est pas passé dans les paddocks. Et en plus, j'en avais assez d'écouter parler pendant toute la saga pour qu'en plus, il me chute ça dans le premier épisode. J'ai dit non, mais vraiment, j'ai sauté la partie. J'écoutais qu'est-ce qu'il avait dit sur Hamilton et après, j'ai dit non, c'est pas vrai qu'en plus de toute la session, j'ai écouté parler de ça ou aussi ils vont parler de ça. Je non. Parce que je comprends, c'est une bombe. Ouais. Ça a été une bombe quand les rumeurs ont fait état du côté des quotidiens néerlandais. Puis ça a été. Mais pour vrai, je pense que c'est quelque chose qui aurait dû être dit rapidement ou couvert pas d'une manière où on essaye d'étaler et d'avoir le point de vue de Horner. Et surtout, j'ai l'impression que c'était un très mauvais spectacle, en fait, qu'on a regardé de relations publiques, évidemment. Et puis, évidemment, je ne veux pas blâmer l'équipe Red Bull pour la communication parce qu'elle doit marcher sur des œufs, sur des trucs légaux, évidemment. Bon, au moment où tout ça est arrivé. Mais c'est quelque chose qu'on aurait peut-être dû écourter.
on aurait pu au moins se concentrer un peu plus sur le cas Hamilton, vu que c'était le premier Grand Prix. Oui. Oui. Et au pire, tu aurais pu inclure le remplacement de Ollie Berman, le remplacement d'Ollie Berman, de Carlos Sainz par Ollie Berman, pardon, vu qu'ils étaient en Arabie Saoudite, justement. Puis jouer un peu sur si tu voulais jouer un peu dans la vieille méthode où ils mettaient des entrecroisements d'histoire par rapport, tu pouvais jouer sur Berman face à Hamilton durant le Grand Prix où Berman a fini devant Hamilton. Mais t'avais pas besoin d'étaler la saga Horner comme j'aime étaler du beurre d'arachide sur du pain à volonté. Là, à la fin, ça devient nauséabond. Agaçante. Mais oui, c'est ça. C'était agaçant, c'était toxique parce que si Horner, il répond toujours il répondait toujours les mêmes discours à cause de toutes les implications légales. Donc, pourquoi faire à chaque fois montrer l'image de qu'est-ce qu'il dit s'il dit rien? Donc, c'était pas nécessaire. Il pourrait aller passer plus vite avec ça. OK, c'est passé, c'est réglé, on parle d'autre chose. On n'avait pas besoin. Mm-hmm. Exact. J'ajouterais, j'ai aimé deux choses dans l'épisode. je vais le mentionner. Le petit moment de panique lorsque les documents sont sortis. Bon, c'est peut-être pas arrivé comme ça, mais c'était bien joué de la part de Netflix, de la rapidité où on voyait les journalistes courir partout, tu sais, la réaction d'un peu tout le monde. Ça, c'était un moment un peu intéressant. Et l'autre moment intéressant que j'ai quand même aimé, c'est au début, comment qu'on commence au lancement avec la présence de Paul Smith, le directeur des communications, qui essaye de gérer la crise comme il peut, puis juste de voir l'intérieur de comment Paul Smith a travaillé, du moins en tant que directeur des communications de Red Bull pour avancer dans cette tempête médiatique-là. Personnellement, en tant que personne qui est près des médias, j'ai quand même aimé ce petit moment-là, mais encore là, c'est très, très petit sur tout ce qui s'est passé, mais je trouve que c'est un moment quand même sympathique à voir, disons. Ouais. Au moins, il y a dans tout ce malaise, s'il y a une chose qu'on peut voir, c'est comment la gestion des communications fonctionne. Se fait exact, c'est ça. Ouais. Mais c'est vraiment juste pour ajouter un petit peu positif, mais c'est un moment que j'ai quand même bien aimé, fait que je voulais au moins le partager. Ouais. Ben écoute, comme Netflix a fait avec le Corona, ils l'ont attaqué. Nous aussi, on l'a fait, donc on passe à autre chose. Ouais. J'ai parlé tout à l'heure des épisodes, celui sur Charles Leclerc à Monaco, celui à Singapour aussi. Même celui de Carlos Sainz qui se retrouve dans la situation où il signe chez Williams. Je pense que dans cette série, ces 3 épisodes ont été vraiment ceux où on a vu le meilleur de Drive to Survive, mais aussi quelque chose, une bonne innovation, je trouve. D'abord, dans le cas de l'épisode de Leclerc à Monaco, on suit le pilote dans son Grand Prix national. Ça, c'est déjà quelque chose qui n'a pas été fait dans ce narratif dans les 7 saisons de Drive to Survive. Je sais qu'il y a eu le cas de Alonso et Sainz dans la première saison, mais ça a été mal fait, personnellement. Mais celui de Leclerc à Monaco, on a vraiment réussi à capter l'émotion. Ouais. Dans le cas de Sainz et Williams, ça, c'est un bon exemple de comment les négociations se font, et aussi, chapeau à Carlos Sainz, à Sainz d'avoir été assez ouvert dans le processus, parce que c'est sûr, un pilote t'aurait dit do-one, non, pas Jack do-one, juste Get Lost à Netflix, parce que c'est quelque chose de privé, et à Williams aussi de
d'avoir ouvert la porte à tout ça aussi. Et surtout, l'épisode à Singapour, où on donne des caméras aux pilotes pour voir comment il se déroule la fin de semaine. Ça, c'était vraiment bien. Et aussi, on voit, peut-être c'était un moment effrayant aussi, où on voit George Russell vraiment en détresse physiquement après la course où il faisait vraiment chaud. Donc ça, je trouve que ça a vraiment été la grosse force dans cette série. Je vais garder une partie plus tard parce que ça va être... je vais revenir vers la fin. Mais vous, comment avez-vous vu ces épisodes qui ont vraiment été populaires auprès des gens qui ont regardé la série, Anna Maria? Oui, comme tu l'avais dit, il y a quand même... Netflix a fait mieux. Je pense que sûrement il y avait une clause de confidentialité pour se faire suivre comme ça, surtout dans le cas de Saïd, qui faisait des négociations, mais qui tirait beaucoup l'élastique. Mais je pense aussi que là quand tu vois les images de Netflix, on sait déjà dans quel Grand Prix, plus ou moins dans quel moment c'est que Saïd avait signé déjà avec Williams. Mm-hmm. Parce que c'était pas du tout suivi, parce que on le suit, on le voit habillé, après, oui, on voit des choses. Donc, c'était, au moins, sa partie, c'était bien. Parce que, comme je disais, au moins, c'est des choses qu'on voulait savoir, qu'on n'a pas eu accès. Qu'on a aucune idée, oui, on sait qu'est-ce qu'il raconte Saïd, qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est différent quand ils montrent tout, comme ils sont allés à Williams, quand ils montraient la porte de As, la porte comme où il va rentrer et arrive à Williams, c'est bien fait quand même. Ouais. Donc, ça partie, je trouve que c'était super, super bien et c'est à quoi je m'attends quand il dit au fond la série de tests. C'est ça que je disais l'année passée aussi, parce que je disais, je trouve plus naturel ce qu'il faisait indiquer. Bon, cette année, ils m'ont donné un petit peu de ça. Ah oui, ils ont très bien fait. Marc-André. Je dois avouer que j'ai nommé l'épisode de Charles, mais si j'en avais un autre, ce serait celui-là, mon préféré. La raison est simple, j'ai vraiment l'impression qu'on a rentré à l'intérieur des négociations. C'est sûr qu'on n'a pas accès à tout, mais on a accès à suffisamment. Puis tu sais, moi, je me mettais dans la peau de quelqu'un qui a aucune idée où s'en va Carlos Sainz, puis je me dis, hey, c'est vraiment bien fait. Parce que j'ai vraiment embarqué dans le moment, Anna Maria l'a nommé, mais le moment où on voit les trois portes, on voit Briatore qui prend son petit café, puis quelqu'un qui sait pas où s'en va Carlos Sainz, sans blague, tu sais, ma copine ne savait pas où Carlos Sainz allait, puis tu sais, elle m'a dit c'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien fait pour quelqu'un qui n'a aucune idée. Fait que ça, j'ai vraiment bien aimé. Ça me faisait rappeler un petit peu cet épisode-là. C'était dans quelle saison? La saison 2, je pense, quand on avait eu accès, stagé ou pas, à la signature de, je crois que c'était Schumacher avec Az, si je me souviens bien. Saison 3, je crois. Saison 3, hein? Saison en 3 tout cas, 4, ouais, c'est bon. Une des saisons, on avait eu un petit peu accès à ce moment où le commanditaire allemand était là, tout ça, tu sais, c'était un moment aussi qui m'avait marqué dans les saisons précédentes. J'ai senti qu'on avait eu ça. Comme tu l'as dit, chapeau à Carlos d'avoir embarqué dans ce plan qui était un peu fou quand même de rentrer autant dans sa tête et dans sa pensée pour déterminer ce qu'il allait faire. Et d'un autre côté, et je pense que je peux rejoindre un peu ceux qui ont regardé ça, il y a eu... évidemment, Netflix a couvert
Norris contre Verstappen. Moi, je pense, l'angle qui a été donné, je l'ai trouvé aussi malaisant que la saga Horner. Bon, évidemment, nous, les gens qui regardent la Formule 1 depuis très longtemps, qui ont vu les débuts de Norris et de Verstappen, savent que les deux sont de très bons amis à l'extérieur de la piste. Dans la série, c'est comme si ils étaient des rivaux, des amis devenus rivaux, un peu à la Rosberg contre Hamilton, puissance moins 2, genre. Mais j'ai vraiment trouvé qu'on a joué beaucoup trop sur l'aspect rivalité, comme quoi, bon, Verstappen, on sait que c'est quelqu'un qui est tellement focusé sur la course automobile, et Norris, c'est un gars qui est vraiment chill et tout ça. Ça, c'est correct, mais la manière surtout dont le Grand Prix de Miami a été couvert, celui d'Autriche aussi, j'ai trouvé ça moins malaisant que le cas Horner, mais j'avais ressenti un certain malaise aussi. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Je vais commencer avec Anna Maria. Désolé, Marc-André. Oui. Mais, parce qu'ils voulaient qu'on crée les drames, mais je pense que c'est un peu raté parce qu'on connaissait bien. C'est ça, c'est là qu'ils font des erreurs parce que peut-être quelqu'un qui n'a jamais écouté la course, il va s'intéresser. Ah, mais oui, ils sont des ennemis et il y a la rivalité, mais il n'y avait aucune rivalité. Oui, pendant la course, c'est sûr. Il y a la compétition, mais il y avait pas de drame, il n'y avait pas de gros drames entre Norris et Verstappen, même qu'on les voyait poster des photos ensemble, on sait qu'ils voyagent ensemble, on sait qu'ils passent beaucoup de temps ensemble, donc je pense qu'ils voulaient quand même créer les drames, mais selon moi, ça n'a pas marché et c'était pas nécessaire non plus. Ouais, et aussi, faut dire que Norris et Verstappen ont célébré la victoire de Norris à Miami. Je sais. Mais oui. Toi, Marc-André, comment toi as-tu vu ça? Ben, c'est encore la même culbute qu'ils font depuis 7 ans. C'est le Mad Max, c'est de poignarder les gens avec le fait à quel point que Verstappen est un méchant, à quel point qu'il intimide tout le monde. Et tu sais, Norris n'est pas une victime dans cette histoire-là. C'est vrai que Max est concentré sur la Formule 1, puis il l'est tellement que tu sais là, j'ai hâte de voir, et ça on en reviendra peut-être là, mais j'ai hâte de voir l'impact que l'arrivée de son enfant va avoir parce qu'il est tellement concentré sur la Formule 1, ça pourra jouer peut-être sur ses futures performances, mais on n'en est pas là. Mais tu sais, fait que ça, on le sait, qui est très concentré sur ça. Puis, mais c'est encore exact, c'est la même culbute. On tombe encore dans le facile. Est-ce que c'est le fait que Verstappen, depuis la saison 1, se fout complètement de Netflix et est complètement désintéressé de participer à ça et qu'on continue à garder justement ce narratif-là qui commence royalement à faire dur. Je veux dire, à un moment donné, on a compris quel type de personnalité c'est. Mais comme tu l'as dit, Max, Norris ont fêté ensemble à Miami. Je veux dire, c'est des amis. On peut le percevoir, mais j'ai l'impression que on le montre pas assez non plus. C'est sûr qu'eux, il fallait avoir un narratif qui était plus justement explosif, plus attirant. Mais au contraire, moi, je trouve que le narratif que hey, tu te bats sur la piste comme des fous, mais en dehors, tu es capable de... C'est sûr qu'il y a de la colère après un événement X, mais que de voir que les pilotes sont capables de passer à autre chose, ça aussi, là, c'est un... Même, je te dirais que c'est un narratif beaucoup plus attirant pour moi. Mais bon, je ne suis pas Netflix, donc c'est sûr que peut-être que si j'étais dans les bureaux, j'amènerais ce narratif-là de l'avant parce que moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant. Puis,
c'est le monde pas juste le monde de la Formule 1, le monde du karting. La pression est forte dès le jeune âge parce que tu te bats constamment contre les mêmes personnes. Puis tu t'élèves avec les mêmes personnes, puis à un moment donné, c'est sûr qu'il y a des frictions. Puis... Hashtag Gasly Ocon. Mais... Non, mais c'est ça. J'ai l'impression qu'on montrait Max Norris en version Ocon-Gasly. Woback, là. J'ai l'impression qu'on a moins montré la rivalité Gasly-Ocon que la rivalité Norris-Verstappen. Ouais. Come on, sérieux. Non, mais c'est ça. C'est ça que j'allais dire. J'ai dit, mais là, comment il y en avait beaucoup entre Norris, entre Ocon et Gasly. Pourquoi ils n'ont pas montré ça? Là, j'ai vu qu'on passait rapidement. Là, il y avait des drames. Puis aussi, juste pour compléter, dans le dernier épisode, je crois, lorsque Max est sacré champion à Vegas, ben, t'as Lando qui va le célébrer. C'est vraiment très amical. Il va dire, tu vas devenir champion un jour. Puis c'est pas scripté, c'est parce qu'il le pensait vraiment. Donc, ça aussi, au moins, ils ont pu mettre ça aussi de l'avant dans le dernier épisode. Mais on est toujours dans l'aspect des vilains parce que je crois que dans cette saison 7, on a eu le droit à l'arrivée d'un nouveau vilain. On le connaît malheureusement parce que on connaît son histoire et on s'amuse peut-être, mais c'est le retour de Flavio Briatore. Mr. Jesus Christ, pour ceux qui écoutent cet épisode, le bulletin GP, on l'appelle Jesus Christ parce qu'il y a un clip quand il était à Top Gear à Monaco. Il dit à James May, tu conduis mal, Jesus Christ. Bref, c'est l'entrée en scène de Flavio. On explique qui il est, mais j'ai l'impression... Rapidement. Très rapidement, effectivement. On parle évidemment... Très rapidement. On parle très rapidement du Crashgate. On dit qu'il a été banni. Mais je ne pense pas qu'on a expliqué brièvement pourquoi il est revenu en Formule 1, parce que sa suspension a été levée parce que le jugement a été mal fait, en fait, par la FIA. C'est ça, il n'était pas blanchi. Il n'était pas blanchi, il n'était pas innocent. C'est ça ce qui m'a agacé. Je dis, pourquoi on a le droit à ça? Par contre, ils le montrent comme si c'était... ça, c'est ça ce que je n'ai pas aimé. Tous, on le connaît. Il ne me raconte rien de nouveau. Même quelqu'un qui avait pas né pendant ce moment-là, il savait, ma fille, elle disait, ben là, franchement, il l'a montré comme si c'était quelqu'un de, il a fait de belles choses. Je pense qu'ils l'ont beaucoup comme maquillé, je dirais, dans le sens de lui donner une belle image, comme si c'était quelqu'un qui revient à la Formule 1, a fait de belles choses, et qu'avant, il faisait de belles choses. Et, ben non, il n'était pas blanchi, on sait ce qu'il lui. Là, moi, ça, j'ai pas aimé du tout parce que j'ai dit, ben là, franchement. Moi, je pense, à part peut-être pour la partie, c'était dans la bande-annonce où il dit à Jack Doohan, lorsqu'il lui dit, tu vas être pilote pour pour 2025, je te contrôle à chaque millimètre. Ça glace le sang, mais c'est genre, bro, what the hell? Tu dis ça à quelqu'un alors que sûrement il était en train de rêver à l'Argentine et à Franco Colapinto. Donc... Non, mais c'est ça, il vient d'arriver, il est là, le pilote, et pourquoi l'ont pris? C'est la méthode de Flavio. Non. Franchement, je ne suis pas capable. Toi, Marc-André, l'arrivée de Flavio dans Drive to Survive, comment as-tu vu ça? Badass. Non, mais sans blague. Ils ont mis tellement de choses sur l'homme. En même temps, je me dis, ils ont pas éternellement le temps.
l'histoire est tellement grosse. Mhm. Oui, ils ont mis beaucoup de choses, mais je pense qu'ils auraient pu beaucoup mieux résumer. Mais c'est tellement gros que je peux pas trop leur en vouloir, mais oui, ils ont mis tellement de choses. Ils auraient dû mieux expliquer qui il était. Mais si c'est un film, c'est super bien fait. Tu le vois arriver, la bonne musique. Oui. Malheureusement, c'est pas un film, mais sans blague, tout ça était tellement bien fait, tu sais, puis tu le vois, puis tu sens que c'est un vilain, en plus. Tu sais, avec ses lunettes de soleil, il a l'air de se foutre de tout le monde. Il, il marche droit devant. Tout ça, j'ai vraiment aimé. Mais effectivement, ils ont tellement mis de choses. Puis tu sais, euh, on voit que on voit que c'est comme le sauveur d'Alpine, alors qu'en réalité, il n'aurait pas dû l'être et il ne le sera probablement pas non plus. C'est ça l'affaire, c'est qu'on le montre comme un homme qui va défoncer des portes puis qui va vraiment amener Alpine à un autre niveau, alors que ouais, il n'y a rien de prouvé encore. Tu sais, donc, c'est ça. Il y a des petites choses là-dedans qui m'ont titillé sur l'histoire de Briatore, mais obligé de leur donner tout le scénario de son arrivée était bien fait, même si ils ont mis beaucoup de choses, puis ils ont scénarisé beaucoup de choses également. Ouais. Et évidemment, ben, l'arrivée de Flava a été une des grosses histoires de cette saison folle 2024 de Formule 1. Mais évidemment, il y a eu bien des histoires qui n'ont pas été couvertes. Et très rapidement, Anna-Maria Marc-André, parce que je sais qu'il y en a beaucoup et des évidentes, mais quelle histoire de la saison 2024 auriez-vous vu être présentée dans cette série? Hmm. Il y en a des grosses. Par exemple, Adrian Newey, Franco Colapinto, Oui, c'est vrai. Ouais, Russell contre Verstappen au Qatar. c'est vrai. Hey, t'es bon, Abdou. J'ai tellement pas réfléchi à ça, mais Mais c'est vrai que plutôt Adrian Newey. c'est vrai que j'ai terminé la série en me disant, mon Dieu, on n'a rien su vraiment sur Newey. C'est vrai que j'ai terminé la saison comme ça. Ben, moi, je vais vous dire, honnêtement, oui, c'est une grosse histoire, mais pour quelqu'un qui ne connaît pas la Formule 1, qui veut découvrir, je pense que Newey n'est pas un personnage Ouais, qui rentrerait dans le cadre narratif de Drive to Survive. ouais, je comprends. Mais je pense parce que c'est un homme si mystérieux que c'est vrai que peut-être qu'ils ont voulu puis que finalement ils répondaient pas vraiment aux questions puis que c'était Non, pas mais intéressant aussi, tu sais. Ça aussi, tu sais, des fois on juge très rapidement, mais en même temps on sait pas tout l'effort qui a été mis derrière pour ramener l'histoire, par exemple, puis finalement ça n'a pas donné les résultats qu'on souhaite peut-être. Mm-hmm. Anna-Maria, tu voulais ajouter quelque chose? ben, ce que je voulais ajouter, c'est qu'on sait que les pilotes n'ont pas l'obligation d'accepter et que, par exemple, Verstappen, il ne le fait pas, Vettel, il ne le faisait pas dans un moment donné. Hamilton aussi, dans un moment donné, il ne voulait rien savoir de ça. Mais c'est ce que je dis, que tu n'as pas besoin de suivre quelqu'un pour raconter quand même l'histoire. Tu as des images, tu as des nouvelles qui se sont passées. Donc, je pense que donner un petit peu de raconter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé avec Newey, il se va où, donner un 5 minutes. Ben, Donc, peut-être. ça aurait été une bonne chose, je pense. Colapinto, non, mais parce que je pense qu'ils l'ont suivi, mais s'il aurait eu le volant, peut-être il aurait parlé de lui, mais il n'y a pas eu le volant. Son arrivée a été une surprise quand même. Parce que ça fait partie d'une des histoires. C'est Ouais, c'est vrai. on évoque le fait
je pense, dans l'épisode de Williams, on évoque le fait qu'ils ne vont pas renouveler Logan Sargent pour la saison 2025. Est-ce qu'on aurait pu glisser ça justement dans cet épisode? Ça aurait ruiné l'aspect narratif de l'histoire où on se concentre sur Carlos Sainz qui va signer chez Williams. Donc ça, je pense, ça aurait ruiné, puis je comprends pourquoi. Russell contre Verstappen au Qatar, cette fameuse prise de bec verbale entre les deux. Pour moi, je sais que c'est probable, peut-être que ça a été filmé, il y a eu des accès et tout ça, mais encore là, peut-être que ça ne rentrait pas dans le cadre narratif parce qu'on est en fin de saison. Russell et Verstappen n'ont plus rien à prouver. Même chose pour Mercedes et Red Bull, alors qu'on se concentre sur le championnat des constructeurs entre Mercedes et Ferrari. Peut-être dans l'épisode où Russell devient le team leader, on glisse un petit peu, fine, mais je pense pas que ça rentrait dans une trame narrative dans la série. Marc-André, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, ben, hypothèse, encore là, tu sais, tantôt, je parlais des efforts qui sont faits derrière. J'ai peut-être une hypothèse. Est-ce que c'est parce que Verstappen ne participe pas aux entrevues, ne participe pas? Est-ce que c'est, mettons que la chicane est arrivée entre Norris et Russell, là, ils ont les deux points de vue. Mm-hmm. Est-ce qu'ils ont regardé la situation? Ils ont peut-être filmé, ils étaient peut-être pas là non plus au moment de cette prise de bec-là ou à la sortie. Peut-être qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour mettre la mise en contexte, tout ça. Parce qu'effectivement, je me souviens, ça avait fait très jaser. Puis pas juste, disons, les fans, là, à l'intérieur du paddock, j'imagine que ça l'a fait jaser aussi. Ouais. Peut-être que les réactions aussi auraient pu être pertinentes de qu'est-ce que Horner en a pensé, qu'est-ce que Toto en a pensé, même là, en dehors de tout ça, qu'est-ce que Fred Vasseur peut-être en a pensé de cette prise de bec-là. Donc, effectivement, c'est peut-être une histoire qui a été oubliée, mais peut-être qu'il n'y avait pas assez d'éléments non plus pour aller de l'avant. Ouais, exact. Je pense pas que cet épisode aurait fité. Puis en même temps, on a mandaté, je pense la Formule 1 a mandaté à Box to Box 10 épisodes. Avec tout ce qui s'est passé en 2024, essayer de sélectionner les histoires, les noms, des histoires et les mettre sur 10 épisodes, c'est un défi en soi, alors. Je trouve que au moins Netflix a pris les bons épisodes, les bons sujets pour sa saison au moins. Très rapidement, évidemment, il y a le retour de Will Buxton et de Claire Williams qui maintenant a un plus gros rôle dans la série. Et on a eu Jenson Button aussi qui est apparu comme ancien pilote dans la série. Moi, personnellement, je trouve que ça reste un des points forts de cette série, c'est d'avoir le point de vue d'un journaliste et d'une ancienne directrice d'équipe, mais aussi d'avoir le point de vue d'un ancien pilote qui a vu ce que c'est être un pilote de Formule 1. Et ça, justement, c'est quelque chose qu'il faudrait voir dans la prochaine saison parce que je suis sûr avec les images qu'on a vues il y aura une saison 8 définitivement. Et ça amène à mon point parce que moi je pense que je l'avais posé l'année dernière. Est-ce que cette saison c'était la saison de trop? Comme à la manière de La soirée est encore jeune, pour ceux et celles qui écoutent ça. Est-ce que c'était la saison de trop, selon vous? Encore, oui. L'année passée était déjà de trop. Donc, cette année, c'est un plus. On ne sait pas quoi faire. OK. Marc-André?
Je l'initie tout de suite en début d'épisode. Je comprends pourquoi vous dites ça, mais moi, je suis encore un petit peu attaché. Mais, tu sais, je pense que je ne l'écoute pas non plus avec le même intérêt que je l'écoutais avant, Ouais. mais je suis content de l'avoir quand même. Fait que je te dirais à ta question, non. OK. Moi, je vais dire oui et non. Oui, parce que... Ben, en fait, oui, parce que parfois, tu as l'impression que Netflix revient à ses vieilles habitudes. Des montages intemporels, imprécis, les communications radio où on place des mauvaises des communications d'un Grand Prix en mauvais en autre. Mais c'est bon, ça, ce sont des détails. Par contre, je trouve que vous savez, quand je parlais des épisodes en question, celui de les négos de Saint Williams, Leclerc à Monaco, où on le suit, et l'épisode à Singapour, quand je disais que c'était des points forts, je pense que si jamais Netflix veut que cette série continue de garder sa popularité, je pense qu'il est temps de se réinventer. Parce que le point fort de Drive to Survive, c'est qu'on peut enfin accéder à l'aspect humain des pilotes. Ça, c'est quelque chose, et je l'ai dit quand Liberty Media est arrivé en Formule 1, c'était probablement la meilleure chose qu'elle pouvait faire parce que c'était un sport niché. On a dû briser un quatrième mur que Bernie avait érigé parce que c'était un sport clos. Même si tu avais des athlètes qui transcendaient leur sport, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, entre autres. Mais maintenant, ça nous permet de découvrir peut-être des pilotes qui n'ont pas la même visibilité que les Schumacher, Hamilton, Verstappen, mais qui deviennent des athlètes connus grâce à cette série. Mais c'était vraiment le point fort de Drive to Survive, l'aspect humain. Ces épisodes qu'on a vus, c'était exactement la raison pour laquelle on a accroché à cette saison. Et justement, pour faire écho à ce que tu disais, Marc-André, c'est exactement la raison pour laquelle on aime cette série. C'est parce qu'on veut aller au plus profond. On veut connaître les pilotes sur une base pas quotidienne, mais sur la vie quotidienne. Ouais. Et aussi dans leur routine de pilote. Il existe des séries, par exemple, le championnat du monde d'endurance a sa série Full Access qui est disponible sur YouTube après chaque Grand Prix, qui est très intéressante, qui est très qui est pas trop intrusive, qui est plutôt inclusive dans le sens où on suit on est vraiment behind the scenes dans une course d'endurance. Anna Maria a parlé de 100 Days to Indy, qui est, bon, je l'ai pas vu, mais qui doit être probablement dans le même sens que Full Access ou Drive to Survive. Où on est vraiment dans des coulisses où on reste plutôt naturel. Et je pense que, bon, je pense que c'est quelque chose que Netflix devrait faire moins. Moins de drama, plus d'aspects réels. Parce que ces épisodes, il y a eu très peu de drama. On a été vraiment... l'épisode de Leclerc à Monaco, c'était de l'émotion pure. Une belle... On a bien suivi ça. Alors, je crois que ça va être quelque chose que Netflix devrait travailler autour de ces épisodes pour en faire une saison 8 plus naturelle, je trouve. Je pense que tu as tellement bien résumé la pensée de tellement de gens. Je pense même que tu as mieux résumé ma propre pensée. Ouais. En voulant dire que, effectivement, je pense que l'exemple même de Netflix et de Drive to Survive est
et la source de cette série-là, c'est exactement ce qu'ils ont fait avec Charles Leclerc. Même quelqu'un qui n'aime pas beaucoup Charles ne peut pas rester complètement froid à comment qu'ils l'ont amené. Dès le début, très humain, on le suit dans son quotidien, on le voit parler avec sa mère. Puis même, je te dirais, l'aspect francophone aussi. C'est le fun d'avoir accès au pilote qui parle en français avec sa mère. Puis on dirait que ça crédibilise encore plus la série de le voir vraiment dans son propre quotidien. Ça, j'ai vraiment bien apprécié aussi. Donc, je pense que tu as raison. L'humain doit être plus au cœur du succès de Netflix. Mais préparez-vous, parce que déjà à moi, ça a déjà commencé cette saison. Donc, comment va-t-on amener toute cette histoire qui semble se mettre devant nos yeux on n'ira pas plus loin. Ouais. Mais préparons-nous. Non, mais il devrait faire plus de suivi comme on le fait avec Leclerc. Pas nécessairement pour chercher les comment on dirait, pour chercher les drames ou pour chercher à savoir des choses. C'est tout simplement le suivre pour voir qu'est-ce qu'il fait dans sa vie. Mm-hmm. C'est tout. Il n'a pas besoin de donner d'opinion ni de chercher des drames. Juste le laisser comme ça. Là, tu n'as pas besoin de commenter, même pas. Exact. Moi, je pense que juste y aller le plus simple possible, ça peut faire du bien plutôt que de faire les choses un peu trop compliquées et de se perdre. Donc, finalement, mot de la fin, juste comme ça, Anna-Maria, Marc-André, une note sur 10 sur la saison 7 de Drive to Survive. Anna-Maria? 6. 6? Marc-André? 6. Je vais être plus généreux. À cause des épisodes que j'ai vraiment adorés, je vais y aller avec un 8.5. OK, moi, je vais donner un 7. Bon, on est proche. Ouais. Abdou coupe la poire en deux. J'ai coupé la poire en deux, je vais donner un 7 sur 10. Alors, c'est ce qui complète cette critique de la saison 7 de Drive to Survive par le bulletin GP. Notre prochain épisode, on va espérer que ce soit officiel, mais on devrait revenir sur l'officialisation de cet autre changement de volant chez Red Bull qui est annoncé. Est-ce que ce sera Yuki Tsunoda? Est-ce que dans le deuxième volant dès le Grand Prix du Japon? Ça reste à confirmer. On attend la confirmation avant de faire un épisode. Sinon, il y a l'après-course du Grand Prix du Japon qui sera disponible sur vos plateformes de podcast préférées, Spotify, Apple Podcast et même sur YouTube, finalement. Il y a aussi substack.com, le bulletingp.substack.com où j'écris des textes de temps en temps. On est disponible aussi sur Facebook, Twitter, Instagram Facebook, Blue Sky, Instagram et Threads. Je n'ai plus de compte Twitter, @lebulletingp, et aussi le groupe Facebook La Monoplace où vous pouvez discuter de Formule 1 un peu partout. Anna-Maria, Marc-André, merci beaucoup d'avoir été là. Merci Abdou. Donc, merci Abdou, c'est toujours un plaisir. Et c'est un plaisir partagé. Alors, laissez-nous savoir si vous avez apprécié la saison 7 de Drive to Survive. Est-ce que vous pensez que c'est le temps de se réinventer ou de faire stop après la saison 8? Donc, mon nom est Abdou Sall. On continue toujours de rouler avec le Bulletin GP et on se retrouve pour un prochain épisode du Bulletin GP. Salut tout le monde! Salut à tous!